tous ces cours, tous ces exposés se font dans le cadre de la Faculté libre d'astrologie de Paris, la FLAP, qui a été fondée en 1975, il y a donc 40 ans. Et donc c'est un cours par correspondance, si on peut dire, que vous pouvez suivre en allant sur Téléprovidence et en demandant le blog consacré à la Faculté libre d'astrologie de Paris. Et vous devrez trouver nos vidéos. Alors je pourrais parler, pour terminer cette série de ce dimanche, qui a été assez long sur le plan du nombre de vidéos, je voudrais parler des ères précessionnelles, puisqu'on fait un peu le tour des différents systèmes d'astrologie mondiale. Qu'est-ce qui a séduit dans la théorie des ères précessionnelles? C'est intéressant parce que les ères précessionnelles, la théorie des ères, comme on dit, avec l'ère du Verseau, donc j'ai écrit un ouvrage à ce sujet, enfin dirigé un ouvrage à ce sujet, de la suite d'un colloque qui s'appelait Les clés de l'ère du Verseau en septembre 1977, donc il y aura bientôt 40 ans en 2017. Il est paru en 1979 ce livre. Et qu'est-ce qui a pu séduire? Alors, premièrement, ça a séduit au départ des historiens des religions comme Charles-François Dupuy, comme Delaunay, comme Volney. Bon, on ne va pas revenir sur les motivations de ces exercices qui avaient un côté polémique parce que, un peu comme la prophétie de Samalaki, il semblait annoncer la fin de la papauté, des choses comme ça. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, finalement, en France, que le système a été plus ou moins adopté par les astrologues. Pas avant les années 30, semble-t-il, sauf exception. Avec notamment l'ouvrage de Paul Lecourt. Mais est-ce que Paul Lecourt était un astrologue? Bon, on va venir là-dessus. D'une certaine manière, il l'était, mais en tout cas, il l'était à sa façon, qui était un petit peu non conventionnelle. Il reste que, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, les astrologues ont cru bon d'intégrer dans leur canon, dans leur corpus, la théorie des ères. Parce qu'elle avait des avantages, notamment en dehors du fait qu'elle avait une dimension prophétique importante à l'approche de l'an 2000, puisque ça correspondait plus ou moins avec le XXIe siècle, justement, qui serait le siècle de l'ère du Verseau. On ne va pas rentrer non plus dans le détail là-dessus. Mais cette théorie des ères, qui est née en France, véritablement, mais qui a en plus été exportée vers les États-Unis, puis revenue en France par le biais de traduction de l'anglais vers le français. Enfin, c'est assez complexe comme fortune. Eh bien, cette théorie prétendait que on serait passé d'un totem à base taureau, puis un totem à base bélier, puis un totem à base poisson, et qu'on se dirigerait vers un totem à base verseau. Ganymède, pour parler comme Paul Lecourt. Les chansons des dieux, les chansons E-C-H-A-N-S-O-N, celui qui servait à la table des dieux. D'ailleurs, un thème typiquement aquarien, puisque, ou plus exactement, qui correspond exactement à l'iconographie zodiacale du mois de janvier-février, où nous sommes actuellement d'ailleurs, et qui d'ailleurs correspond aussi au soleil en Verseau. Et donc, c'est-à-dire un des rares cas où on a une correspondance assez claire entre l'iconographie zodiacale et l'iconographie des mois de l'année, si on sait que le Verseau, c'est quelqu'un qui sert à la table dans un banquet, voilà, etc. Et vous verrez que dans les traits régisseurs du Berry, on représente le mois de février comme un banquet. Bien que ça ait marqué également le battleur, où on voit effectivement un instrument qui permet de servir à boire, entre autres. On retrouve ça, d'ailleurs c'est la notion de coupe dans le tarot aussi. La coupe. Donc, ce système, c'est un système où il y a un changement de symbolique
tous les 2000 et quelques années. Alors on nous explique effectivement qu'on est passé du culte du taureau à Pis, au culte du bélier et de l'agneau pascal, au culte du poisson chrétien, et qu'on se dirige vers un autre temps qui serait aquarien, et donc uranien pour les astrologues qui associent Uranus au Verseau, ce qui ne s'est fait évidemment qu'à la fin du XVIIIe siècle, comme par hasard à peu près au même moment on développait cette théorie des airs. Et le grand intérêt de cette théorie, c'est que elle semble valider le système zodiacal. Donc c'est la marque d'un retour triomphal de la symbolique zodiacale, puisqu'elle nous montre bien qu'il y a eu une ère du taureau, une ère du bélier, une ère du... Alors, le coup de génie de ces gens-là, c'est d'avoir compris qu'il fallait lire le zodiaque à l'envers. Il fallait pas, donc d'où le mot précession à l'opposé de succession. On ne va pas de bélier, taureau, gémeaux, ou de verseau, poisson, bélier, taureau. On fait de taureau à bélier, de bélier à poisson, de poisson à verseau. Alors ça, c'est déjà un petit peu gênant, parce que ça veut dire que la symbolique des saisons, elle est complètement inversée au niveau du symbolisme zodiacal. Puisqu'on passe des poissons. Passer des poissons au verseau, c'est pas du tout évident. C'est comme si on passait du mois de mars au mois de février. Bon. Ou du printemps à l'hiver. Bon. Donc c'est pas très très satisfaisant. N'empêche que beaucoup d'astrologues y croient, que beaucoup de gens dans le public y croient, et que ça vient renforcer l'astrologie zodiacale. Et ça explique en partie pourquoi aussi l'astrologie zodiacale se maintient envers et contre tout de nos jours. Parce que là, c'est un renfort non négligeable. Et même Anne Barbeau a publié un livre, je crois, enfin, il y a pas mal de choses sur les... Beaucoup d'astrologues ont contribué à cette histoire des airs. Alors, l'inconvénient de cette théorie des airs, c'est qu'on ne sait pas très bien si c'est une théorie qui indique simplement que les hommes changent de symbole, tout simplement, de manière tout à fait consciente en quelque sorte. Donc voilà, ben maintenant le point vernal n'est plus dans telle constellation, donc on va changer la symbolique religieuse. Ça veut dire que moi je suis très sceptique sur l'idée qu'on ait tenu compte de l'évolution du point vernal à travers les siècles, mais d'autres personnes nous diront que pas du tout, ce n'est pas les hommes qui ont choisi de changer ces symboles, ce sont ces symboles qui se sont imposés à la psyché, à l'inconscient collectif humain. Alors comme ça, c'est résolu. C'est quelque chose qui n'a pas à être visible ou à être conscient, c'est quelque chose qui se fait dans le domaine du subconscient. On ne va pas revenir aussi non plus là-dessus. Donc à partir de ce moment-là, on peut nous dire, eh bien pour le Verseau, ça va être pareil. Ce n'est pas les hommes qui vont choisir un symbole, c'est le symbole qui va s'imposer à l'esprit de notre planète, la Terre. Et à ce moment-là, on ne nous parle même plus véritablement de ce symbole uranien, c'est-à-dire de l'urne, en quelque sorte. On nous dit carrément que l'ère du Verseau, il y aura ceci, cela. On tombe dans une sorte de prophétisme astrologique, dont je parle dans ma thèse d'État, le texte prophétique en France. Il ne s'agit plus d'une théorie de l'histoire des cultes, pour reprendre le mot de Dupuis, l'origine des cultes. Il ne s'agit pas d'une théorie des cultes, il s'agit véritablement d'une symbolique qui vient incruster, qui vient s'inscrire dans la psyché humaine et qui vient remodeler, reformuler la pensée des êtres humains, leurs valeurs, leurs tonalités. Alors nous sommes en 2015, donc 15 ans après le passage de l'an 2000, qui pour notre génération a quand même été une échéance importante, bon, et qui n'a probablement pas donné ce qu'on pouvait attendre sur le plan de la symbolique
prophético-astrologique, hein. Enfin bon, c'est un autre problème, mais on n'est plus dans une symbolique purement totémique, hein. On nous annonce des changements, alors toutes sortes de changements. Qu'est-ce qu'on ne nous annonce pas? Carte du Verseau. On annonce l'avènement de la femme, par exemple. On ne sait pas très bien si on nous annonce la prédominance de la machine uranienne, l'Uranus étant par définition tout ce qui concerne la technologie, l'informatique, ou bien si au contraire on nous annonce un temps de plus grande spiritualité. Là, les avis sont très partagés sur ce point, c'est très, très vague. Enfin, moi, je ne m'intéresse absolument plus du tout à cette question-là, si tant est que je m'y suis intéressé, effectivement, en 79, dans le cadre de l'organisation d'un colloque, et des actes du colloque qui ont suivi, mais véritablement, ça ne me passionne pas du tout. Je crois d'ailleurs, pour terminer, que cette théorie, elle est fondée sur pas grand-chose, que effectivement, il y a eu un passage du taureau vers le bélier, ça paraît intéressant. Bon. Que ça s'inscrit sur une périodicité comme celle qu'on nous propose, c'est pas évident. Mais probablement, il y a pu y avoir un changement. Le bélier et le taureau, ce sont deux animaux de sacrifice. Le bélier, le mouton, c'est la dialectique entre les bovins et les ovins. Bon, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une rivalité à ce sens-là. Mitra, c'est le culte du taureau, du soleil. Bon, alors là aussi, il faudrait se poser la question, parce que si Mitra, c'est le soleil, comment se fait-il que le soleil soit exalté en bélier et non pas en taureau? Alors ça, j'avais déjà levé ce lièvre en 76, il y a 40 ans, parce que c'est vrai. Je crois que l'exaltation du soleil, elle est en taureau, et d'où le système du sphinx, taureau, scorpion, verseau, lion. Et par conséquent, le fait de placer le soleil en bélier serait la conséquence de cette précession des équinoxes. C'est-à-dire que les astrologues auraient décidé de changer l'exaltation du soleil initialement en taureau en la plaçant en bélier parce que la pression des équinoxes aurait fait passer le point vernal du taureau vers le bélier. Voilà, donc je vous laisse avec cette petite chose qui vous montre que finalement la théorie de la pression des équinoxes aurait affecté la théorie des exaltations astrologiques.